En continuant vers le sud, les deux hommes survolent la plaine de Brioude. Ils atteignent le pont qui marque l'entrée dans les gorges de l'Allier. À partir de là, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. On aura du relief et parfois du relief assez accidenté. On va rentrer sur une rivière de gorge, une rivière de montagne beaucoup plus impétueuse. Le courant s'accélère par certains endroits. C'est magnifique. Depuis sa source, entre le plateau granitique de la Margeride et le plateau basaltique du Velay, l'Allier a creusé ses gorges abruptes sur près de 150 km. La rivière Allier crée des reliefs extrêmement marqués et des pentes extrêmement brutes. On a une espèce de paysage qui pourrait presque s'apparenter à un fjord norvégien. Là, ça a vraiment l'aspect d'un fjord. On arrive dans la partie la plus sauvage, ça c'est certain. Le relief s'accentue, les pentes deviennent plus fortes. On est sur des territoires qui sont aujourd'hui des territoires assez peu peuplés, avec des densités faibles. Avant de quitter les gorges et de terminer leur vol, Francis et Alain longent l'une des voies ferrées les plus spectaculaires de France, la ligne du Cévenol. On voit particulièrement bien le tracé sinueux de la ligne de chemin de fer. Viaduc, tunnel, enrochement. On accélère un peu. Attention, impact. Attention, impact. Voilà, super. Au même moment, au cœur des gorges, trois guides du Haut-Allier commencent à descendre la rivière dans le secteur le plus mouvementé. Un mois avant le début de la saison, Hervé Pichon, Attention à la petite vague. En arrière. un guide de rafting, emmène deux collègues, dont un botaniste, pour parfaire leur formation à cet exercice périlleux. Il faut une certaine connaissance pour pouvoir pratiquer cette rivière. Parce qu'elle est très changeante. D'une année sur l'autre, les passages vont changer, le débit va changer. Et là, on se rend compte qu'on est peu de choses par rapport à la force de l'eau. Attention, ça va éclabousser un peu. Attention, c'est maintenant. Ils font aujourd'hui une descente de 12 km. Lève. Hop là. C'est bon, c'est passé. Il faut lever la caméra. Sur ce territoire préservé, inaccessible par la route, le raft est le seul moyen pour découvrir l'Allier. Attention, impact. Attention, impact. Top, top. Hervé sait déjouer tous les pièges de cette rivière impétueuse. Les gens ne connaissent pas, ne savent pas que ces gorges existent, parce qu'elles n'ont pas la même réputation que certaines autres rivières, mais elles sont là. Chaque fois, il y a des nouvelles couleurs, il y a un oiseau que j'aurais pas vu, une libellule, même un rocher, hein, on découvre toujours quelque chose de nouveau, et c'est ce qui fait son charme. Je m'en lâche jamais. Après 2 heures de navigation, ils atteignent Prades. Et voilà, on est arrivé. Ce site délimite la fin de la zone de rapide. D'immenses rochers de basalte de 100 mètres de haut dominent le paysage. Ils marquent la limite orientale des volcans du Velay.
La lente solidification de la lave en fusion a donné naissance à la Roche-Servière, il y a près de 3 millions d'années. Donc on va l'amener au bord de l'eau. Au pied de la falaise, les guides sont attendus par Marilyn Avon, une historienne de l'art. Allez, on peut y aller en avant. Vas-y. Avec elle, ils vont longer en canoë les villages perchés du Haut-Allier. Là, on a une super vue sur le haut du rocher. C'est quand même fabuleux. Sur ce territoire inhospitalier, l'homme a toujours su s'adapter aux contraintes géologiques. Il y a eu plusieurs périodes d'occupation. Et l'occupation préhistorique, dans des abris, donc dans les coulées. On a eu l'occupation à l'époque antique, donc l'époque gallo-romaine. Et puis vraiment, le développement, c'est à partir des 9e, 10e, 11e siècle. Et ça, c'est lié aussi à la cristallisation de ces territoires. Et du coup, ils sont installés dans des zones qui étaient vierges de toute présence humaine. Ils ont défriché, ils ont pu installer de la culture. L'Allier permettait aussi d'irriguer les plantations et ensuite s'installer pour diffuser justement cette religion catholique, cette religion chrétienne qui émergeait vraiment à cette période médiévale. À 2 kilomètres en aval de Prades apparaît un premier édifice, la chapelle Sainte-Marie des Chazes. Ah, fabuleux, hein. Elle se confond avec la coulée. Hein. Cette chapelle, elle est inscrite là au milieu de la coulée. On a l'impression qu'elle est posée comme ça au milieu de nulle part. C'est la carte postale du Haut-Allier. Hein. Au Moyen-Âge, cette petite église faisait partie d'une abbaye dont il ne reste aujourd'hui aucune trace. Ce monastère hébergeait des bénédictines. On envoyait les cadettes des grandes familles auvergnates. L'objectif était vraiment qu'elles soient dans des lieux isolés. Elles étaient cloîtrées et suivaient strictement la règle bénédictine. Pour édifier cette chapelle caractéristique de l'art roman auvergnat, les bâtisseurs ont utilisé une alternance de roches sédimentaires et de basalte. Elle donne aux façades un aspect multicolore. Trois kilomètres plus au nord, les guides s'approchent du village perché de Chanteuge, dominé par un édifice monumental. Les garçons, on voit l'abbaye de Chanteuge. Elle est située sur un enrochement volcanique, donc sur un promontoire. Et le promontoire, il a servi de défense naturelle. Il y avait une enceinte qui était vraiment construite sur l'enrochement. Et cette abbaye de Chanteuge est de la même époque que donc l'abbaye de Chanteuge, elle a été fondée au milieu du Xe siècle. Et puis après, la construction en tant que telle, c'est vraiment au milieu du XIIe siècle. On est vraiment sur une construction qui est dominante, sur une table volcanique. C'est pas un château, mais ça fait partie de ces églises fortifiées. Et elles se fortifient au XIIe siècle pour se protéger. À cette époque, les religieux qui occupaient ce monastère étaient surnommés les moines rouges. Des récits d'époque relatent qu'ils étaient lourdement armés et n'hésitaient pas à rançonner les villages alentours. Le groupe s'approche maintenant d'un autre site majeur, le village de Chillac, bâti sur une fortification naturelle de basalte. Les hommes, ils se sont perchés pour se protéger. Et là, on voit bien l'idée que l'enrochement, il servait aussi de défense naturelle. Juchée au sommet de la falaise, cette place forte n'a jamais été attaquée.
Elle repose sur une couche de lave parfaitement régulière. En fait, on se rend compte que quand on chemine comme ça, voilà, c'est très cohérent dans la construction, dans l'histoire même des lieux. C'est vraiment un ensemble de sites qui font le maillage de ce secteur. Et c'est intéressant de le faire vivre ensuite voilà, aux professionnels et puis aux visiteurs qui viennent ici. Elle est coulée, hein. Magnifique. Ouais. L'Allier, c'était pour l'époque le cœur de la vie parce que c'était une source de revenus inépuisable, une manne financière parce que on faisait payer un droit de passage à proximité des bourgs, à proximité des châteaux. Et puis c'est un vivier véritablement, donc pour la pêche, les poissons, le saumon. Il y avait vraiment un intérêt à s'installer à proximité de l'Allier, mais pas trop non plus à cause des crues. La Vouchiac, ce village en forme de fer à cheval, épouse une courbe de l'Allier. Il raconte le combat des hommes contre la violence des éléments. Dans cette cuvette naturelle, lors des inondations, le niveau de l'eau peut s'élever d'une dizaine de mètres. Comment tous ces bâtiments ont résisté aux crues? Parce que c'est maçonné sur l'enrochement pour que justement les crues elles viennent frapper que le bas de l'habitation. Et la crue la plus violente là, sur ce secteur, c'est la crue de 1866. Donc si on était en 1866, ce qui est peu probable sur la rivière, on serait sous l'eau là. Et l'eau arrivait jusqu'à quel niveau? L'eau, elle arrivait facilement là, tu vois, sous les premières fenêtres là. Au XVe siècle, les habitants ont élevé ici un pont soutenu par 3 arches en forme d'éperon. Il est le seul à avoir résisté aux crues dévastatrices du Haut-Allier. Quelques kilomètres plus loin, les canoës atteignent un secteur particulièrement préservé que le botaniste de l'équipe connaît bien. Jérémy, on s'arrête un peu? Dans une zone plus calme, la rivière est tapissée de renoncules aquatiques qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de longueur. La renoncule aquatique, c'est comme une longue chevelure comme ça qui va courir dans le courant. Donc le point d'ancrage, il est situé ici. Donc voilà, la plante est ancrée là dans le sable, les alluvions, les galets. Et elle développe comme ça une longue tige avec à l'extrémité cette petite fleur blanche comme ça, qui vient servir de support à toutes les libellules et demoiselles. Et ce tapis comme ça de renoncules va offrir un habitat qui va permettre à toutes les petites bêtes de l'eau comme ça de venir se cacher, s'abriter des éphémères, des mouches. La présence de ces bêtes-là, de ces larves d'éphémères, révèle une très bonne qualité de l'eau. C'est la fin du parcours. Les guides s'approchent du site qui marque la frontière nord des gorges de l'Allier. Et voilà la forteresse de Saint-Sulpice. On voit une petite tour vers l'arbre, carrément à gauche. Ça faisait partie du système défensif. L'enceinte, elle est vraiment posée sur la cheminée volcanique. La forteresse culmine à près de 100 mètres au-dessus de la rivière. Avec ses 2 murs d'enceinte et sa tour d'observation, elle fut bâtie au XIIe siècle par les seigneurs d'Auvergne pour verrouiller l'accès à la vallée. Ça a marqué aussi, pour les autres seigneurs environnants, le pouvoir des dauphins de Saint-Sulpice. Donc c'est très symbolique, ça a une valeur hautement symbolique.